Il est 19h. Yarana, merci d'être avec nous. Voici les titres de ce journal. Il s'estime chanceux d'être encore en vie. Touché par le virus, ces malades aujourd'hui rétablis ont frôlé le pire. Il regrette de ne pas avoir franchi le pas de la vaccination avant d'être contaminés. Faute de place à l'hôpital de Outurwa, les malades de Taha font appel à des médecins libéraux. Gravement touchés par le variant Delta, ils n'ont d'autre choix que d'être surveillés à domicile. Exemple à suivre dans ce journal. Les renforts sanitaires sont en route vers la Polynésie. 51 personnels soignants arrivent demain pour renforcer les équipes du centre hospitalier de Taoné. Elles payent un lourd tribut depuis le début de la pandémie. Les personnes en surpoids sont les grandes victimes du SARS-CoV-2. Face aux dangers qui les guettent, certaines ont eu un déclic. Elles ont décidé de se prendre en main. Et le docteur Didier Bandou nous dira pourquoi cette pathologie est un facteur aggravant. Il répond à vos questions. Depuis plus d'un mois, leur rythme de travail est effréné et elles ne s'en réjouissent pas. Les fleuristes sont sollicités 5 fois plus que d'habitude. Je n'ai jamais connu ça, nous dira l'une d'entre elles à la fin de cette édition. Mais d'abord, fin de cavale pour Fred Garbut. Lui et sa conjointe ont été interpellés hier soir à leur descente d'avion, soupçonnés d'avoir participé à un trafic d'ice. Ils ont été successivement présentés au juge d'instruction. Ce dernier les a mis en examen pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, puis placés en détention provisoire. En cavale depuis 2019, Fred Garbut, consommateur d'ice, est soupçonné d'avoir fourni depuis les États-Unis cette drogue à des revendeurs locaux. On écoute ce témoignage recueilli par Miritou Matariri. Je dis, maman, ne t'inquiète pas, je vais bien. Après, je dis, non, je m'inquiète. Parce que tu sais, quand je mange, je ne sais pas si eux, ils mangent là-bas, tu vois. Après, je dis, reviens, je préfère que tu reviens ici. Je sais que tu vas être bien, c'est vrai, là où tu vas aller, c'est pas facile. Mais là, au moins, tu peux dormir, tu peux manger, tu vois. J'ai plus confiance. Et là, il avait appelé là, jeudi, mardi, pour me dire, dis à maman, je rentre le 31. D'en haut, il est passé au plus bas. On va pas se mentir, hein, il vivait dans la rue. C'est ce qu'il nous disait. Mais voilà, mon frère a toujours été fort. Il s'est toujours débrouillé tout seul. Puis aujourd'hui, il s'est rendu, ben voilà. Au moment où les autorités appellent à la vaccination, les voix de malades touchés par le virus se font entendre pour encourager les indécis. Et pour les convaincre, ils racontent comment le variant Delta s'est emparé de leur vie. Non vaccinés, ils ont cru vivre leur dernier moment. Aujourd'hui, ils font désormais partie de ceux qui s'engagent à se faire vacciner. Voici les histoires de 3 rescapés racontées par Nicolas Suir et Rowan Potoro. 15 jours après avoir contracté le Covid, Billy est sorti d'affaires. Il n'a pas été hospitalisé, mais le Delta l'a ravagé. Il a cru mourir. Il n'avait pourtant pas d'antécédents médicaux. J'avais mal au dos déjà, j'avais mal à la tête, surtout mal à la tête, vertige. Et puis, allez, sur 10, 9 sur 10, des fois 10 sur 10 même. On avait des mots, j'ai jamais eu mal à la tête comme ça. Hein. Sa femme également a été touchée gravement par la maladie. Fragile, elle a eu besoin d'une assistance respiratoire. Elle en a encore pour 2 semaines. Je craignais justement la respiration. Je suis asthmatique, mais pas. C'est de temps en temps, c'est ponctuel. Mais là, le fait d'avoir besoin à la maison, ça marque un coup physique et un coup moral aussi. Cet autre contaminé du Covid, que nous appellerons Teva, a également cru qu'il allait mourir. Sportif et sans antécédents médicaux, il ne pensait même pas être touché par la maladie. J'avais des maux de tête intenses, à tel point que j'avais l'impression que ça allait exploser de l'intérieur. J'avais très très mal à la gorge également, comme une espèce d'angine mais puissance 1000. Et j'avais des courbatures tellement fortes que je n'arrivais pas à dormir les 5 premières nuits. Aucun de ces rescapés du Covid n'était vacciné.
Heureusement, Teva a pu compter sur sa femme, atteinte de la maladie, mais pas gravement. Elle a pu s'occuper de lui et de leur enfant, tandis qu'il restait 2 semaines sous oxygène sur le sofa de la terrasse. De même, la fille vaccinée de Billy et Vaihere a pu s'occuper d'eux. Aujourd'hui, chacun de ces convalescents veut être vacciné au plus vite. Et puis sachez que le tribunal administratif de Papeete a suspendu l'arrêté d'application de la loi de pays sur l'obligation vaccinale. Ce matin, un collectif avait déposé un référé pour obtenir la suspension de cette loi qu'il qualifie de liberticide. Il estime que cette loi s'étend à trop de professions et concerne trop de monde, contrairement à celle adoptée en métropole. Et le recours déposé par maître Thibault Millet pour suspendre l'obligation d'enregistrement sur la plateforme ETIS a été rejeté par le tribunal administratif de Papeete. Nous partons à Ta'a à présent. Dans cette petite île d'un peu plus de 5000 habitants, les structures de soins sont sommaires. Et comme vous le savez, l'hôpital de Uturwa, par manque de moyens humains et matériels, peine à accueillir des malades supplémentaires. Alors ils restent à domicile. Et pour pouvoir bénéficier de soins et de surveillance médicale, ils font appel à un médecin libéral. Exemple avec cette dame de 80 ans qu'ont rencontré Inacio Raveino, Hiti Manaki et Patita Savia. C'est devenu presque un rituel pour le docteur Rouverol. Mais ne vous y trompez pas, les consultations à domicile de malades atteints de la Covid nécessitent une préparation minutieuse et donc une attention toute particulière. Effectivement, pour se protéger nous, puis pour protéger le patient également, ne pas le contaminer, on arrive d'autres malades, et puis les précautions, distanciation. Voilà. Voilà presque une semaine que cette octogénaire a contracté le variant Delta. Celle-ci est sous respirateur depuis le début. C'est constante, inquiète tout de même le médecin. J'en ai, de cet âge-là et de cet âge, j'en ai 3 actuellement. Et 2 hospitalisés avant-hier et il y a 3 jours. Voilà. Eh ben, on fait ce qu'on peut. Du côté des enfants, ceux-ci ont organisé un roulement pour rester auprès de leur aïeul. Toute une organisation donc pour que la doyenne de la famille puisse supporter au mieux la maladie. On a dû faire avec parce que, bon, sachant que Reatea, il est quand même saturé, donc avec la famille, on essaie de faire des roulements. Hein. Étant moi justement qui travaille à Reatea, donc off aujourd'hui, je suis descendu spécialement pour justement faire tourner avec la famille, pour s'occuper d'elle, quoi. L'hospitalisation a un temps été évoquée, mais après avoir discuté avec la famille, c'est le confort de la patiente qui a été privilégié. On va gérer ici, elle est mieux chez elle. L'hospitalisation, je pense que ça fera un choc trop important. C'est important la cellule familiale. Très important. Ils sont bien soignés, bien suivis. J'ai confiance. Après l'intervention, une séance de désinfection, un impératif dont il faut respecter le protocole juste avant de repartir vers d'autres patients. Et nous continuons à faire la tournée des communes de notre émission L'invité café. Demain, Ibrahim Ahmed Aziz s'intéresse à celle de Taïrapou Est et son maire Anthony Jamé. Les équipes soignantes de Polynésie seront renforcées. 51 personnels sont en ce moment même dans l'avion pour une arrivée prévue demain matin. Ils sont aides-soignants, infirmiers ou encore médecins mobilisés dans l'urgence pour répondre à l'appel du CHPF lancé la semaine dernière. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer, la première. Un couloir leur est réservé à l'aéroport de Paris. Ils sont une 60aine de soignants à bord du car, affrétés par le ministère des Solidarités et de la Santé. La Polynésie française est la destination finale de ces aides-soignants, infirmiers et médecins. Ils viennent de plusieurs régions de l'Hexagone. On a été avertis hier à 22h30 par l'ARS, parti depuis 6h du matin. On ne sait pas à quelle heure on arrive, on ne sait pas ce qu'on va trouver là-bas, on ne sait pas beaucoup de choses. On sait juste qu'on y va et avec notre motivation et notre bonne volonté. On a été sélectionnés, donc on part un peu dans l'inconnu, c'est compliqué. Quitter nos familles, heureusement que nos conjointes et conjoints nous ont bien aidés. Et puis on sait qu'il y a du travail là-bas, on ne sait pas sur quoi on va tomber. On sait simplement qu'ils ont besoin de matériel et de personnel.
Mareva est haïtienne. C'est la première fois en 4 ans que cette aide-soignante retourne en Polynésie. Elle vient de l'Est de la France. Dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment? Pas bien déjà. Pas bien parce que le fait de voir tous les annonces et les infos qu'il y a là-bas, je vois que ça fait mal au cœur quand même. Hein. De voir toute ma famille et mes amis même, le fait de moi où j'ai grandi, donc je pars pour un bien. Un grand merci, moi je suis de la compagnie, mais déjà la compagnie, c'est tellement important, les Outre-mer. La patronne de la compagnie aérienne tient à remercier et à rassurer les soignants peu avant l'enregistrement de leur bagage. Un dispositif spécial est mis en place pour faciliter les démarches. On a dédié des comptoirs, leur embarquement va être facilité et leur accueil à bord sera dédié afin qu'ils passent le meilleur voyage à bord des avions French. Parmi les soignants qui partent en renfort en Polynésie française, ce médecin en service en région parisienne. Le docteur Catherine de Galles jouit d'une solide expérience en matière de prise en charge des malades de Covid-19. J'ai vécu 3 vagues en France. Il y a eu de l'aide qui est venue nous aider dans les hôpitaux parisiens. On a été submergés. Donc j'imagine ce que vivent aujourd'hui les Polynésiens et la Martinique et les Antilles. Et ce qui me motive, c'est de rendre ce qu'on nous a donné. Je vais y aider mes collègues, je vais y voir des malades, je vais prendre des gardes si possible, je vais m'occuper des malades et faire en sorte que le système de santé tienne. Après une courte escale au Canada, les soignants arriveront en Polynésie française. Durée de leur mission, 3 semaines. Et sachez que 37 autres soignants arrivent ce soir. Ils prendront le relais de ceux déjà en Polynésie depuis 2 semaines. D'autres sont attendus dans les jours qui viennent. Car la situation sanitaire du pays est toujours aussi alarmante. 412 personnes sont toujours hospitalisées dans les différents centres de soins du pays. Parmi elles, 61 se trouvent en réanimation et l'on déplore 10 décès ces dernières 24 heures. Au regard des chiffres actuels, il est trop tôt pour estimer que nous avons atteint un plateau, voire une baisse de l'intensité de l'épidémie. Le docteur Ségalin, épidémiologiste, regrette également que 94% des personnes hospitalisées ne soient pas vaccinés ou ne présentent pas de schéma vaccinal complet. Et à ce sujet, justement, la couverture vaccinale s'améliore. 50% des habitants ont reçu au moins une dose, mais les efforts doivent être poursuivis, dit Daniel Pogna, responsable de la vaccination à la plateforme Covid. Nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Il ne faut pas effectivement se focaliser sur ces chiffres-là. Il faut encore progresser, il faut encore venir nombreux à la vaccination. Nous n'avons pas encore atteint la cible qui était déjà prévue il y a quelques mois, à savoir au moins 70% de la population vaccinée. Mais nous y progressons. Et si tout le monde participe à la vaccination, nous allons certainement y arriver. Et face à des courbes qui ne fléchissent pas, le collectif des parents et personnels de l'éducation demande la fermeture des écoles jusqu'à la semaine de vacances, soit jusqu'au 19 septembre à cause d'une situation qu'il estime critique. Il déclare par ailleurs, je cite, que cet effort doit être assumé collectivement pour espérer une réelle amélioration de la situation sanitaire. Fin de citation. Et sachez que les restrictions sanitaires en vigueur seront prolongées. Les décisions seront annoncées demain par le haut-commissaire et le président du pays. Une allocution commune que vous pourrez suivre dès 10h50 sur nos 3 antennes. La relation entre le Covid et l'obésité n'est plus à faire. Elle crée des complications qui s'avèrent mortelles quand le virus s'attaque à l'organisme. Ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, 50% des Polynésiens souffrent de cette pathologie. Mais heureusement, la pandémie a créé un déclic chez des personnes en surpoids. Conscientes du danger que représente le virus, elles ont décidé de se prendre en main. Rencontre signée Brigitte Olivier et Jérôme Lee. Albert est vacciné car il sait que sinon, en cas de contamination par le Covid, il mourra très vite. Ça et une récente hospitalisation ont déclenché chez lui l'envie de reprendre une vie normale. Mon déclic, c'est quand j'étais hospitalisé, 2 semaines sans bouger, ça travaille dans la tête. C'est être coincé dans le lit sans bouger, être nettoyé par des infirmiers, ça fait réfléchir. C'est ça mon déclic.
Il pesait 260 kilos. 3 semaines plus tard, il en a perdu 25. Il vient ici au centre Ora Ora 4 fois par semaine faire du sport et réapprendre à manger. Suivi par un médecin, un psychologue, une diététicienne et un coach sportif. Il mène un combat difficile, mais épaulé et soutenu. Quand je suis arrivé là, je pensais que j'étais le seul obèse. Mais ici, il y a même plus balèze que moi. Ils sont en train de se prendre en main aussi. Là, quand tu vois ça, ça fait réfléchir. Ça te motive aussi. Il a souhaité témoigner car il sait que bien des jeunes de son âge sont tombés dans le piège de la malbouffe et il veut les inciter à faire comme lui. Noël, lui, a une toute autre motivation. Il est prêtre et il doit donc donner l'exemple. Pas simple quand on a cédé au péché de gourmandise. Là aussi, l'hôpital a été salutaire. C'est sorti après de l'hospitalisation pour continuer à œuvrer, je dirais, et à pouvoir être cette personne, je dirais, qui guide ou qui oriente et qui donne les bons conseils. 25 patients par jour défilent ici afin de retrouver la forme. 58% sont obèses. Le kiné-anthropologue a son explication de cette malbouffe qui décime les Polynésiens depuis plus de 30 ans. Il l'appelle la revanche des pauvres. Aller acheter maintenant dans les magasins, dans les supermarchés, c'est un peu accessible même aux pauvres. Le problème, c'est qu'il y a un piège au bout de ça. C'est ce qu'on leur vend, c'est quelque part, on ose le dire aujourd'hui, du poison. Et si les Polynésiens sont malades aujourd'hui, c'est qu'ils ont perdu aussi cette faculté qu'ils avaient de gérer leur santé, une sorte de raoui du corps. Le Polynésien est capable de se priver. La preuve, c'est que le jeûne fait écho ici, c'est pas pour rien. Et c'est vrai que dans la culture traditionnelle, il y avait des temps d'abondance et des temps dits de disette qui suivaient un peu les rythmes naturels agricoles. Et la grande différence dans la modernité, c'est qu'il n'y a plus ces temps de régulation. Conclusion, bien des Polynésiens ne sont pas en bonne santé et le Covid en apporte une preuve éclatante. Nous allons parler avec vous, docteur Didier Bandou. Merci d'être avec nous comme chaque mercredi. Concrètement, dites-nous en quoi l'obésité ou le diabète d'ailleurs sont des facteurs aggravants du Covid. L'obésité morbide et le diabète, en fait, on cumule 2 risques de diminution de l'immunité qui fait qu'on est beaucoup plus fragile à toutes les infections, quelles qu'elles soient, cutanées, infections ORL. On le voit bien d'ailleurs chez les enfants qui sont déjà en surpoids, ils font beaucoup plus de problèmes infectieux. Donc là, le Covid en est en preuve, une preuve manifeste et terrible dont on connaît les conséquences, surtout chez les personnes non vaccinées. Cela ne date pas d'aujourd'hui, mais y a-t-il eu suffisamment de prévention ou de politique publique pour endiguer ce fléau qui touche malheureusement une grande majorité de la population polynésienne ? On ne fait jamais assez. C'est vrai que la disparition de la maison du diabétique il y a quelques années a sonné de là un petit peu de cette prévention. Il faut se remettre à la tâche avec, en ce qui nous concerne, effectivement des changements au niveau de notre nomenclature des actes parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la prévention qui prend du temps. C'est un lourd travail parce que ça englobe pas mal de professions médicales, paramédicales. Les causes sont nombreuses, alimentaires. Pourquoi on mange mal? Pourquoi on mange autant? C'est quelque chose de complexe, mais il faut s'y attaquer d'une façon sérieuse et prolongée. On reste sur le sujet en enchaînant avec cette question d'un internaute. Pourquoi ne pas autant mettre en avant le fait que les morts sont obèses en plus de dire qu'ils ne sont pas vaccinés? C'est un ensemble, justement, comme je l'ai expliqué, l'obésité plus les diabètes de temps en temps. Si on cumule en plus le fait de ne pas être vacciné, c'est absolument catastrophique. On a des patients qui sont en surpoids, qui sont obèses et qui ne se retrouvent pas à l'hôpital. C'est vrai que le cumul de ces 2 risques est absolument majeur. Est-ce que même vacciné, on a une chance de survivre face au Delta? Heureusement, je dirais qu'on a quand même beaucoup de personnes qui sont vaccinées et qui ne sont pas dans les hôpitaux. Je crois qu'on est tous au cabinet à suivre des gens qui sont certes covidés, vaccinés, mais avec très très peu de symptômes, même parmi des gens avec des facteurs de risque importants. Il y a un nouveau variant justement qui est surveillé de près par l'Organisation mondiale de la santé, le variant MU. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Ils sont en pleine recherche là-dessus. Il faut déjà dire qu'on adopte des lettres grecques pour ne plus focaliser les problématiques sur des pays dont est originaire ce virus. Donc c'est le variant MU, effectivement. Il y a des chercheurs dessus, voir sa dangerosité éventuellement. Il est surveillé, comme l'était le Delta à l'époque. Pour terminer, faut-il une 3e dose ou plus pour une personne en déficience immunitaire?
ça va être d'actualité très prochainement. Je pense que l'ARAS, on s'occupe déjà de vacciner correctement la population avec les 2 doses qui sont, on va dire, obligatoires pour le Pfizer, mais très rapidement viendront la 3e injection pour les gens justement immunodéprimés, les gens de plus de 65 ans à risque. Oui, c'est très, très d'actualité. Une affaire à suivre. Donc, merci beaucoup à Didier Bandou d'avoir répondu à nos questions et à celles des internautes ce soir. Bonsoir. Ça y est, les nouvelles pièces de monnaie sont en circulation. La nouvelle gamme est composée de pièces de 5, 10, 20, 50, 100 et de 200 francs. Elles ont été distribuées dans les commerces aujourd'hui, plus modernes et surtout plus esthétiques, avec une reprise contemporaine des signes identitaires des 3 collectivités du Pacifique. Les pièces sont toutes composées d'un motif central principal et de motifs de petite dimension en couronne ou en frise, représentatifs de la richesse et la diversité donc, des 3 territoires. Les pièces de 1 et 2 francs circuleront encore jusqu'au 31 mai 2022. Faudra-t-il compter à l'avenir sur l'atoll de Howe pour produire de la vanille? En tout cas, à l'image de la serre expérimentale mise en place en 2018, la vanille semble bien s'acclimater au climat des Tuamotu, grande de 144 mètres carrés avec 45 tuteurs. Elle a été mise en place d'un commun accord entre la commune de Howe et l'Epic Vanille. Objectif, expérimenter la viabilité d'un système de culture de vanille sous serre au Tuamotu. Aujourd'hui, les résultats semblent prometteurs, vous le voyez sur ces images. Depuis son existence, d'autres personnes sur l'atoll se sont d'ores et déjà lancées dans l'aventure. La demande est supérieure à l'offre et c'est quasiment une première dans la vie d'un fleuriste. Mais dans un autre contexte, cette tendance les aurait réjouis. Avec une dizaine de décès par jour depuis 3 semaines, ils se retrouvent débordés comme jamais. Une situation difficile pour ces fleuristes qui côtoient quotidiennement la détresse des familles endeuillées. Kaline Liénard et Hubert Liao. Tous ces bouquets pour rendre un dernier hommage à Hans Atawira, professeur du conservatoire artistique décédé le 30 août. Frida reçoit la plupart de ses commandes à la dernière minute. Des appels du type « Je viens de peine mon papa et là j'ai besoin pour cet après-midi parce qu'on ne peut pas garder plus longtemps. » Et tu vois, c'est là qu'on est pressé, on essaie de faire notre possible, on accepte. Tu vois, comme là, surtout quand ils appellent, tu vois, ils sont vraiment dans la souffrance, un truc comme ça. Je compatis avec ces personnes-là aussi et je fais mon possible. Avant la vague Delta, elle composait 1 à 2 bouquets par jour. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 10 gerbes quotidiennes. Pour l'instant, j'arrive encore à fournir, mais c'est vrai que d'ici là, je ne sais pas si je vais pouvoir encore fournir les fleurs. J'en ai quand même en réserve dans un petit coin que j'essaie de ne pas l'utiliser pour le moment. Les couronnes de tiare, c'est une tradition chez les Polynésiens. Pour une arrivée au Fénois ou pour un départ vers l'au-delà, Veihire a l'habitude de les confectionner. Elle est passée de 5 couronnes par mois à 5 par jour. Depuis le 15 août, ça n'a pas arrêté les commandes. Ça fait quand même mal, hein? Ça fait quand même mal. Je prends leur commande, hein? Je prends. Mais des fois, j'ai vraiment pas assez. Il y en a tellement. Il y a d'autres qui disent le malheur des autres fait le bonheur. Je pense qu'ils sont en train de dire notre bonheur parce que c'est quand même notre business. Mais pour moi, c'était pas. Je faisais même pas cher ma couronne. C'est pas possible. C'est pas possible. Veihire a fait beaucoup plus de dons qu'elle n'a vendu de couronnes. Et à travers leur passion pour les fleurs, Veihire et Frida tentent à leur manière de mettre du baume au cœur des nombreuses familles polynésiennes endeuillées. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. L'information principale de ce jour concerne l'arrivée de 51 renforts sanitaires pour soutenir les équipes soignantes du CHPF. Ils sont dans l'avion et arriveront au Fénois demain matin. Ils sont aides-soignants, infirmiers ou encore médecins mobilisés dans l'urgence pour répondre à l'appel du CHPF lancé la semaine dernière. Sachez que 35 autres débarquent également ce soir. Et demain, suivez sur notre antenne à 11h le point presse État-Pays qui doit annoncer la prolongation du confinement. La Dépêche s'intéresse à une conséquence de la crise avec ce titre « La demande en oxygène s'amplifie chaque jour ».
Votre programme télé ce soir, une série française, Les aventures du jeune Voltaire, puis les Jeux paralympiques. Merci pour votre fidélité. Très belle nuit. Prenez soin de vous et surtout protégez-vous. Je vous retrouve demain soir avec plaisir. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.